On passe directement à la deuxième conférence de cette séance, présentée par le professeur Idir Bitam. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Je tiens d'abord à remercier les organisateurs d'avoir fait l'honneur de m'inviter pour donner cette conférence. Donc, je remercie aussi le comité d'organisation pour cette excellente organisation. Donc voilà, donc, je vous présente probiotique en oncologie. Donc effectivement, la dysbiose, c'est un vrai problème de santé publique. Elle est très méconnue malheureusement, très peu étudiée, mais elle a une importance capitale que vous allez voir au cours de ma présentation. Donc je suis directeur adjoint du centre de recherche en agropastoralisme, donc je prends beaucoup plus les zoonoses. Je suis aussi membre du comité national de recherche et je suis aussi parmi les conseillers du président de la République. Je suis aussi directeur de laboratoire d'essai international et membre et aussi chef d'équipe à l'IHU du Carnet Infection française. Effectivement, le bébé, lorsqu'il naît, il a 6 mois de protection par rapport aux probiotiques de sa maman. Les probiotiques viennent bien sûr par ce qu'on appelle les probiotiques vaginaux. Donc la colonisation de l'intestin par le microbiote débute de la naissance. Maximum c'est 3 à 6 mois. Donc il est majoritairement composé de 2 filins bactériens, qui sont bien sûr les firmicutes et les bactériophétes. La composition de la densité des microbiotes intestinaux dépend de la localisation chez l'autre. Bien sûr, l'intestin qui prend le maximum, la majorité du quota. Ça, c'est des informations qui sont très importantes. Regardez. On a 300 mètres carrés de surface entre l'extérieur et l'intérieur de notre intestin. C'est immense. Il possède des fonctions doubles en agissant à la fois comme barrière physique et biochimique. L'épithélio intestinal contrôle ainsi l'exposition de l'hôte vis-à-vis de la flore intestinale en minimisant le contact entre la bactérie et les cellules épithéliales. C'est-à-dire que les bactéries qui pénètrent dans le site intestinal qui vont limiter l'exposition du compartiment immunitaire sous-jacent. Le microbiote humain est composé de 100 000 milliards de bactéries qui représentent 1 à 2 kg de bactéries, majoritairement contenues dans notre intestin. La somme totale du génome, nommée microbiote, représente seul 100 à 150 fois du génome humain. Est-ce que vous imaginez les microbiotes, son importance par rapport à notre corps? Bien sûr, les souches de probiotiques représentent des effets variés, donc en oncologie, soulignant l'importance de leur identification précise. Chaque souche, désignée par son genre, espèce, caractère alphanumérique. Certaines souches montrent des effets sur les cellules cancéreuses du côlon, notamment en inhibant les récepteurs ERPP2 et ERPP3. De nombreuses études ont démontré que la composition du microbiote intestinal pourrait être modulée par des facteurs environnementaux tels que le régime alimentaire, la médication, les résistances antibiotiques, les transformations antibiotiques sont ordonnances, le style de vie, le stress, la malbouffe, la localisation géographique, c'est important. Lorsqu'on est au sud, au nord, lorsqu'on est en Europe, aux États-Unis, au Canada, complètement différent. Donc, des facteurs physiologiques intrinsèques à l'autre, qui sont notamment l'âge, la génétique et l'environnement intestinal. Le rôle de la flore intestinale dans l'efficacité des thérapies anticancéreuses. J'ai des informations importantes à vous. Avant de faire la chimiothérapie, il faut faire de la coproculture bactérienne. On a 7 espèces bactériennes. Si elles existent dans le corps humain, dans le corps du malade, il va résister à la chimiothérapie, il va guérir. Donc on a un pronostic, on peut donner un pronostic par rapport à la guérison, bien sûr par chimio malheureusement, et la radiothérapie. Parce que c'est imparable, on n'a pas d'autre choix.
Par contre, on ne le fait pas. Mais on ne le fait pas. Pourquoi on ne le fait pas? Pourtant, il y a des publications, il y a des données scientifiques qui prouvent effectivement qu'il y a des bactéries qui sont très intéressantes. Bien sûr, je vais les souligner, je vais donner les espèces. Et je profite de l'occasion par rapport aux étudiants qui sont en thèse, par rapport aux enseignants, pourquoi ne pas poser ces thématiques? De voir quelles sont les bactéries, un peu comme les espèces. On les met en culture, on fait les propres cultures chez les malades. Et pourquoi pas pour tout le monde? On peut le faire pour tout le monde. Pourquoi? Parce que ce n'est pas seulement en oncologie, c'est pour toutes les maladies infectieuses. Parce qu'il suffit d'avoir une petite grippe, il suffit d'avoir une petite angine. Si on n'a pas un équilibre immunitaire correct, on traîne la maladie. On a vu que la Covid-19, il y a des gens, malheureusement, dans le monde, qui sont carrément décédés. Comme il y a des gens qui ont résisté. Asymptomatiques. C'est la même famille, le même environnement, le même virus. Donc, c'est des leçons même. Et c'est dû à ça, effectivement, parce que le probiotique, il a des bactéries qui lui donnent cette chance de résister à des infections. Et que ça va être dans le domaine oncologique, on a une preuve, voilà, ce que vous voyez ici, c'est un schéma, une preuve à l'appui avec 4 groupes bactériens. Je vais signaler pas qu'un seul groupe, c'est-à-dire un seul genre bactérien, et ce genre bactérien, d'accord, c'est des bactéries, effectivement, c'est des entérobactéries. Cette entérobactérie, effectivement, qu'est-ce qu'elle va faire? Bien sûr, il y a un dérèglement, il y a une dysbiose. La dysbiose, il y a plusieurs facteurs. Premier facteur, bien sûr, la consommation des antibiotiques. Pas que j'ai mal à la tête, j'ai des vomissements, j'ai des douleurs au ventre, une fièvre, ailleurs, antibiotiques. Il y a des problèmes d'antibiotiques. Surtout maintenant, la nouvelle tendance, mais vraiment, il faut crier fort. Hein. Et les antibiotiques à la spectre, on les donne à tour à travers. La doxycycline, c'est pas le normal qu'on donne ce type d'antibiotiques à tour à travers. Parce qu'ils tâtonnent. La tel antibiotique, quand le cancer ne marche pas, et après le deuxième, le patient n'hésite pas à donner la doxy ou la tétracycline. Non, désolé, c'est des antibiotiques qui sont réservés exclusivement dans le domaine hospitalier. Ils n'ont pas de test. D'ailleurs, il faut faire une note au niveau des pharmacies. Ils sont en train de faire tout notre possible pour alerter les pharmaciens à ne pas donner ce type d'antibiotiques aux malades. Monsieur Ataklici, quel antibiotique sans ordonnance. Pour la aussi, pour la doxycycline, alors c'est un antibiotique qui est très dangereux. Qui va nous détruire la flore intestinale. Ils vont nous tuer les bactéries qui sont très bonnes pour notre système immunitaire. Donc effectivement, qu'est-ce qu'on a ici? On a par exemple, on a bien sûr la maladie. C'est normal, la maladie va entraîner, il y a des traitements qu'on donne, malheureusement, il y a des maladies, surtout des intoxications alimentaires, qui vont bien sûr éliminer, à cause des diarrhées, surtout les diarrhées chroniques, toutes les bonnes bactéries. Et on a aussi, bien sûr, la radiothérapie et la chimiothérapie. Ça, c'est très fort. Très fort. Malheureusement, 20-30% des cas, ça donne des diarrhées aiguës parmi ce qu'on appelle les effets secondaires. Et là, c'est une perte sèche. Et ça provoque aussi une dysbiose. Et cette dysbiose, effectivement, qui fait qu'on a ce qu'on appelle les cellules dendritiques qui seront excitées, qui vont produire des interleukines 12. Les interleukines 12, bien sûr, c'est les ganglions qui les produisent. Et les interleukines 12 qui vont effectivement faire une expansion des lymphocytes en faisant, bien sûr, l'apparition des interférents. Et l'interféron gamma, c'est des 8. Alors, on estime à l'heure actuelle que 30% de notre microbiote est cultivable par des méthodes classiques. Bien sûr, la culture unique. Il n'y a pas plus facile de cultiver des bactéries intestinales. Très très facile. C'est le cellule gélocée, c'est cellules très facile. On peut même faire ce cellule actinique sur des milieux actiniques. Effectivement, s'il faut avoir une enceinte aérobie pour qu'on puisse effectivement voir les 2 ou les 3 espèces qu'on
qu'on peut isoler, qui ont une importance très importante par rapport à la réponse immunitaire. Donc, la détection des dysbioses, elle est mesurable par l'événement technique, tel que les omiques, dans tout ce qui est protéomique, tout ce qui est génomique, métagénomique, métatranscriptomique, culturomique, chez ces individus qui pourraient permettre de compenser la perte de certaines populations bactériennes importantes pour l'efficacité du traitement. Bon, bien sûr, en tout cas, le malade il va bientôt faire sa chimie. Généralement, malheureusement, il fait d'abord une intervention chirurgicale. On met la partie projette. Ensuite, il prend la chimie. Mais avant de faire l'intervention chirurgicale, c'est là où il faut faire la culture. Une fois qu'il fait la culture, on peut le passer très facilement, rapidement, par la spectrométrie de masse, Maditov. Heureusement qu'on a 2 appareils qui existent en Algérie, on doit bientôt ramener un. Donc je pense que ça va venir. La spectrométrie de masse, en 15 minutes, on peut avoir les cultures. On peut avoir les espèces. Ça permet d'identifier les espèces qui ont une importance par rapport à la réponse immunitaire du malade. Une fois qu'on les a identifiés, on peut les faire passer par, et on est obligé de le faire, par ce qu'on appelle des PCR avec ce qu'on appelle RT-PCR, avec des sondes spécifiques. Du moment qu'on les a identifiés sur le spectrométrie de masse, on peut ramener des sondes spécifiques par rapport aux 3 ou les 4 espèces bactériennes qui ont une importance, et on va les mesurer. On peut voir ce qu'on appelle la charge bactérienne. C'est à partir de cette charge bactérienne qu'on va décider est-ce que ce malade il a la capacité de réponse ou non. Si la charge bactérienne elle est très basse, on peut faire ce qu'on appelle la greffe fécale. C'est quoi la greffe fécale? C'est ces cultures bactériennes qu'on va cultiver, on va les mettre dans des capsules et on va les donner au malade. Ça va régénérer sa flore intestinale et qui va reprendre son système de défense immunitaire naturel. Très facile à faire. Mais on ne le voit pas sur le terrain. Ça existe partout. En France, ils le font. Aux États-Unis, ils le font. En Angleterre, ils le font. Et nous, on n'a pas cette culture. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui manque? J'espère que ce n'est pas culturel. Parce que je suis désolé, la culture, ce qu'on appelle la greffe fécale, c'est une greffe propre, contrairement au terme qu'on emploie. Donc, j'espère que ce n'est pas culturel. Mais scientifiquement parlant, ça saute des vies. Et ça renforce le système immunitaire et ça renforce aussi notre défense contre toute infection, pas seulement en oncologie, mais dans le domaine infectieux. Voilà le laboratoire. Donc ça c'est notre laboratoire, effectivement. Donc on a une RT-PCR, voilà ce qu'il vous faut. Une RT-PCR, culture, bien sûr, il vous faut une boîte PSL2 de préférence. Bien sûr, un microscope inversé et spectrométrie de masse, Maditov. Si vous avez ces 4, je peux même vous donner tout de suite le budget pour ça. Ça vous coûtera moins de 2000 de centimes. Donc, il y a Maditov et Maditov. Si vous voulez faire ce qu'on appelle des publications, il vous faut ce qu'on appelle le Maditov système ouvert. Il y a le Maditov chinois, système fermé, malheureusement, mais ça vous permet aussi d'avoir ces résultats rapidement. Mais vous ne pouvez pas publier. Pourquoi je dis ça? Parce que si vous avez un système ouvert, ça vous permet d'avoir une publication chaque semaine, que vous associez chaque semaine. Pourquoi? Parce que là, c'est un continent, l'Algérie c'est un continent, on a un biotope particulier. C'est très facile d'identifier et de détecter quelque chose de nouveau. Bactéries, virus, parasites, champignons, levures, très facile de les identifier. Et c'est quelque chose qui est exceptionnel, c'est qu'on peut avoir quelque chose de spécifique à l'Algérie. Le Maditov, c'est lui qui peut nous le détecter. En 15 minutes, je vous dis, il fait 98 échantillons en 15 minutes. Vraiment, il est excellent pour faire passer de grands échantillons. Une fois qu'ils sont passés, et là, il va nous donner des couleurs, le spectre. Il y a la couleur vert, c'est-à-dire c'est bon, c'est OK, c'est cette espèce. Il y a la couleur orange, plus ou moins. Il y a aussi le rouge. Le rouge, c'est-à-dire qu'il n'est pas disponible dans la base de données. Parce que là, effectivement, il y a une base de données qui est offerte lorsqu'on ramène cet appareil. Et 3000 espèces bactériennes, 1000 espèces en virus, parasites et champignons. On a remarqué déjà, on a commencé par des champignons. Je vous assure que chaque mois, on a une nouvelle espèce qui est découverte. Chaque mois.
Et chaque mois, c'est une publication scientifique. Il est là pour la visibilité. Ça, la différence entre avoir un spectrométrie de masse, c'est-à-dire un moniteur, système ouvert, système fermé. Système ouvert, on peut implémenter. Alors, on l'implémente, bien sûr, avec un séquençage. Pour confirmer génomiquement, cette espèce, elle est réellement, c'est celle-là. Et on l'a cultivée, mais on l'a implémentée dans la phase biologique. Ça vous fait une très bonne publication. D'accord? Donc là, effectivement, on commence par des cultures. La culture, c'est très rapide, c'est très simple. Observation microscopique, prendre des photos. Ensuite, on passe à la spectrométrie. Ça va nous donner les espèces. Une fois les espèces sont identifiées, surtout les espèces qu'on recherche, nous, à ce moment-là, on va faire une PCR spécifique. Ne pas plonger. On ne va pas passer au séquençage spécifique à une espèce de vie. À partir de là, on va quantifier la charge interne. C'est comme ça qu'on va décider est-ce que ce malade doit être implémenté avec ces bactéries, avec ce qu'on appelle la culture, la greffe fécale, donc la greffe bactérienne. Peut-être c'est le terme qui n'est pas bon, peut-être on dit greffe bactérienne, c'est plus simple que du greffe fécale. Voilà. Il faut trouver pourquoi ça coïncide. Donc l'intestin fournit des bactéries aux bactéries de l'environnement qui est très riche en nutriments, c'est normal, parce que se retrouve. Il y a tout ce qu'il faut comme sels minéraux, comme protéines, etc. Quand ils s'adaptent à la croissance, en contrepartie, les microbiotes contribuent à de nombreuses fonctions essentielles telles que la digestion des carbohydrates, la colonisation, c'est bien pour les diabétiques. Lorsqu'on a une très bonne flore intestinale, c'est intéressant aussi par rapport à l'équilibre glycémique. La colonisation des niches empêchant l'implantation des pathogènes potentiels. C'est pour ça que je vous dis c'est très intéressant, surtout les maladies infectieuses, et le développement et la maturation du système immunitaire. Que savons-nous du lien associant le cancer et le microbiote? Bien sûr, quels sont les facteurs? On a bien sûr le vieillissement, bien sûr lorsqu'on vieillit, il y a beaucoup d'organes qui ne fonctionnent pas comme avant, et donc bien sûr il y a la dysbiose qui vient. On a aussi les facteurs environnementaux, surtout le stress. Le stress est un facteur qui est très important. On a les pathogènes, malheureusement, parce qu'on a une infection, bien sûr, il y a le système immunitaire qui baisse. Donc c'est une brèche. Problème métabolique, bien sûr, les maladies, on appelle le diabète, l'hypertension, etc. Et bien sûr, on a aussi la génétique. Donc, malheureusement, oui, il y a un facteur qui est important. Il y a la transmission d'un gène d'une génération à une autre, et qui fait effectivement le problème de dysbiose. Surtout les problèmes digestifs, les douleurs au niveau du côlon, etc. On dit toujours que le côlon, c'est le problème du côlon nerveux, etc. Tout simplement, c'est la dysbiose. Voilà. Ensuite, bien sûr, malheureusement, la dysbiose intestinale, lorsqu'elle n'est pas du tout prise en charge, pourquoi? Parce qu'elle n'a pas été diagnostiquée correctement. On traite autre chose que le vrai problème, et malheureusement, ça va donner des cancers. Ça va provoquer des cancers. Alors, 16% des cancers développés par l'homme ont été causés par des agents infectieux. Bien sûr, on a l'hélicobacter pylori, le cancer de l'estomac, virus Epstein-Barr virus, qui donne bien sûr le cancer carcinome nasopharyngé, l'herpès virus type 8, responsable de sarcome de Kaposi, virus de l'hépatite B et C, bien sûr, hépatocellulaire, papillomavirus HPV, le virus T-lymphotropique, donc qui donne l'origine de lymphome T, et la polymavirus, donc de Merkel, qui donne bien sûr le cancer agressif de la peau. Bien sûr, qu'est-ce qu'ils font les probiotiques? Donc la dysbiose, bien sûr, on a un problème d'équilibre des microbiotes, c'est-à-dire la dysbiose, qui va booster le système immunitaire, il va diminuer l'inflammation et va moduler la prolifération des cellules apoptotiques. Quelle est la stratégie? Maintenant, c'est vrai, on a donné, etc. Donc la stratégie, c'est quoi? Donc bien sûr, on peut utiliser des antibiotiques. On peut utiliser des antibiotiques, donc ça, c'est pas comme il se doit. On parle de la thérapie ciblée, on peut faire des antibiotiques ciblés.
on va cibler un certain groupe de bactéries pour ne pas déranger la flore intestinale. La tétracycline, la toxicité, c'est très grave. C'est-à-dire toutes les bactéries, la bonne et la mauvaise, c'est parti. Donc c'est comme ça qu'on peut provoquer des problèmes digestifs et surtout des problèmes immunitaires. L'utilisation des probiotiques vers des bactéries vivantes, bien sûr, il ne suffit pas de distribuer comme ça les antibiotiques. Là, un jour, il faut les pharmacies. Avant d'acheter des probiotiques, on les achète maintenant. C'est pas le KTMPV, c'est le KTL. Lisez ce que vous prenez. Est-ce que ces bactéries importantes, intéressantes, elles existent? Des fois, il y a peut-être 3 ou 4 espèces bactériennes, il y a les probiotiques. Il y a des bactéries qu'on n'a pas besoin. D'accord? On a besoin des bactéries qui stimulent notre système immunitaire pour plusieurs actions. Bien sûr, l'utilisation des prébiotiques. Il y a aussi des prébiotiques. Des prébiotiques, une composante digestive qui stimule la croissance des fonctions de certaines populations de microbiotes. L'utilisation des postbiotiques, produits non viables de microbiote intestinal exerçant un effet biologique mesurable sur l'hôte. L'application des microbiotes intestinaux sont donc applicables à différents types de thérapies antitumorales et renforcent donc l'idée probiotique, anti-cancer, anti-bactéries adjuvantes dans la réponse tumorale. Je vous remercie.